Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Karine Ohayon, je suis coordonnatrice en transfert de connaissances au CREGES. Merci beaucoup à vous tous d'être présents parmi nous pour cette conférence CREGES présentée en collaboration avec la CDP Proche Aidance. La conférence s'appelle Accompagnement au deuil, une intervention qui se prépare. Je vais laisser ma collègue Céline Bouffard de la CDP Proche Aidance et pour, de se présenter, présenter la communauté de pratique. Vous pouvez continuer à remplir le sondage en attendant. Céline? Merci Karine. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Bouffard. Je suis une animatrice de la communauté de pratique Proche Danse. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je vais glisser dans le clavardage là, quelques informations là, si vous voulez en apprendre davantage sur cette communauté de pratique. Bon webinaire! Merci Céline. Alors, comment soutenir les personnes proches aidantes qui accompagnent une personne gravement malade tout au long de sa maladie et également après le décès? Cette conférence abordera quelques types de pertes, de deuil et l'écosystème, les facteurs pouvant influencer le deuil post-mortem des personnes proches aidantes. On y constatera à quel point une connaissance de ces échanges avec les personnes proches aidantes avant le décès améliore le soutien offert. Avant de passer la parole à nos conférenciers, rien qu'un petit rappel, la période de questions aura lieu après la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les inscrire dans l'onglet Q&R en bas de votre écran en précisant votre titre et lieu d'emploi. Comme ça, nos conférenciers peuvent contextualiser vos réponses. Maintenant, je vais vous présenter nos conférenciers. D'abord, Isabelle Van Prevenage, qui est chercheure d'établissement au CREGES. Elle est professeure aussi associée au département de sociologie de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement à la fin de vie des personnes âgées ainsi qu'à la proche-aidance et au deuil. Particulièrement soucieuse de transférer les résultats de ses recherches en applications pratiques, que ce soit des ateliers interactifs pour les proches qui accompagnent une personne gravement malade, la cartographie des facteurs influençant le deuil. Elle dirige actuellement un projet de recherche qui vise à terme la création d'un outil d'aide à la décision partagée sur le choix du domicile comme lieu de décès. Patrick Durivage est coordonnateur du domaine d'expertise en soins palliatifs au CREGES et travailleur social au programme de soins à domicile du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Il s'intéresse aux soins palliatifs dispensés aux personnes âgées en contexte à domicile. Il donne des formations aux professionnels de la santé et des services sociaux sur les problématiques vécues des personnes en fin de vie par les personnes proches aidantes. Il est nommé par son ordre professionnel. Il fut jusqu'à tout récemment commissaire à la commission de fin de vie du Québec et qui examine toute question relative aux soins de fin de vie et à la veille à l'application des exigences relatives à l'aide médicale à mourir. Il termine son mandat après 9 ans à cette commission et à son CIUS, il est membre du groupe de soutien pour les intervenants impliqués dans les demandes d'aide médicale à mourir. Il est également membre du conseil des soins palliatifs de McGill et qui vise à sensibiliser le public aux soins palliatifs. Sur ce, Isabelle, Patrick, je vous cède la parole. Merci, pardon, merci beaucoup Karine pour cette présentation. Puis un tout grand merci évidemment à tout le monde d'être là aujourd'hui. Et puis j'insiste aussi pour remercier Céline et Karine pour l'invitation à cette communauté de pratique et aussi pour la préparation logistique évidemment. Comme vous l'avez vu, il y a un petit sondage qui vous a été présenté. Moi, je ne vois pas les résultats au sondage. Je ne sais pas si vous avez été nombreux ou pas. Ben voilà, je revois les résultats ici. Donc, parmi nous, on a quand même une bonne proportion de personnes qui font des interventions avant et après le décès. Une petite minorité qui ne fait que du suivi post-décès et pas mal de gens qui ne travaillent pas en suivi de deuil, mais qui vont apprendre probablement beaucoup de choses aujourd'hui avec cette présentation. En tout cas, on l'espère. Comment va se présenter cette présentation? Tout d'abord, je vais mettre la table de l'anticipation puisque la présentation s'intéresse à l'anticipation du vécu de deuil. Donc, je vais mettre la table en présentant quelques notions autour du deuil. Ensuite, avec l'aide d'une vignette clinique, Patrick va concrétiser en quelque sorte les notions que j'aurais présentées en insistant plus spécifiquement sur les bénéfices que peut présenter une intervention qui se situe en amont du deuil.
Je reprendrai ensuite la parole pour montrer à quel point le deuil est influencé par de nombreux facteurs. Et enfin, Patrick reviendra sur l'importance d'élargir notre regard sur les personnes endeuillées. Alors, commençons donc au cœur du sujet, à savoir la définition du deuil. Bien entendu, alors dépendamment des disciplines, des auteurs, des époques, on va retrouver de nombreuses définitions du deuil. Mais ce qu'on voudrait aujourd'hui que vous reteniez quelque part, c'est que d'abord le deuil post-mortem, puis on s'entend là, on parle du deuil à la suite de la mort d'une personne proche. Eh bien, ce deuil se caractérise d'abord par un état affectif qui est douloureux, et qui est provoqué évidemment par la mort de ce proche, que le deuil se manifeste par diverses réactions et des émotions, et que ces réactions, ces émotions, elles peuvent être diverses et même parfois contradictoires, ce qui n'empêche pas évidemment qu'elles puissent coexister. Donc on pense ici, là j'ai mis par exemple à l'état de choc, la tristesse, la colère, l'incrédulité, la culpabilité, parfois évidemment l'ambivalence, ou encore il arrive que les personnes puissent ressentir un certain soulagement dépendamment des situations. Donc il faut souligner que le deuil est également un processus d'adaptation qui est graduel à cette séparation, évidemment, et que dans des conditions qui sont propices, ce processus d'adaptation, eh bien, il permet à la personne de se reconstruire pour progressivement s'investir dans d'autres projets. Alors, ça peut paraître évident, mais il faut aussi se rappeler que la manière de vivre le deuil et d'y réagir, eh bien, elle est très, très diversifiée, et que ce vécu, ces réactions des personnes endeuillées, eh bien, elles peuvent notamment être influencées par la culture. Pas uniquement, mais notamment par la culture. Alors, c'est une évidence aussi, mais rappelons-le, le deuil se définit évidemment selon diverses théories de manière différente. Par exemple, selon la théorie de Bowlby, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur la question de l'attachement. Ça peut aussi se retrouver dans les théories de Freud et de sa conception du deuil selon la libido. Ou encore, plus proche de nous, en fait, il y a une théorie qui s'appelle le Dual Process Model, qui a été proposée par deux chercheurs qui s'appellent Straub et Schutz. Alors évidemment, je n'ai pas du tout le temps de vous les exposer, ces théories-là, mais il faut aussi savoir qu'à côté de ces théories, il y a ce qu'on appelle des modèles qui sont proposés. Alors, il semble qu'au Québec, ce soit les modèles d'Elisabeth Kubler-Ross, hein, le fameux modèle en 5 étapes, et celui de Jean Montbourquet qui soient les plus connus. Peut-être que certains d'entre vous êtes familiers avec ça. Mais je propose ici une représentation graphique de ces modèles. Je ne vais pas les détailler, parce que ce que j'aimerais que vous reteniez davantage, ce sont deux considérations qui nous semblent importantes. La première considération, en fait, c'est qu'il s'agit bien de modèles, et que les personnes qui les ont proposés n'ont jamais cherché à être normatifs dans leur vision du deuil. Le problème, c'est quand ces modèles sont repris par d'autres et qu'ils ont tendance à perdre un petit peu de leur subtilité, et qu'ils deviennent parfois des sortes de prescriptions pour le vécu de deuil, des prescriptions qu'il faut suivre évidemment à ce moment-là, sous peine de qualifier le deuil de complexe, deuil pathologique, etc. Et un des exemples de la perte de subtilité, c'est que les gens ont tendance à oublier que quand Elisabeth Kubler-Ross elle a développé son modèle, eh bien, elle l'a fait non pas avec des personnes qui étaient endeuillées, mais bien avec des personnes qui avaient reçu un diagnostic de fin de vie. Donc, c'était des personnes qui vivaient le deuil de leur propre vie quelque part. Et il nous semble, en tout cas, que c'est un détail qui a son importance. La deuxième chose à retenir, en fait, par rapport aux modèles, aux théories, etc., c'est que, évidemment, ils sont vraiment très intéressants pour comprendre la réalité, pour comprendre le monde qui nous entoure. Euh, oui, d'accord, ils sont intéressants, mais ils ont tendance à effacer, en quelque sorte, les subtilités, les nuances, toutes les couleurs qui peuvent faire qu'un deuil, dans le cas qui nous occupe, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement individuel, de très particulier pour les personnes. Et donc, il faut être attentif
à cet équilibre à trouver entre mettre tout le monde dans le même panier ou au contraire y aller tout en douceur, tout en finesse, tout en nuance pour cerner ce qui peut être très particulier dans le vécu du deuil. Il y a un exemple assez frappant de cette difficulté de naviguer entre indifférenciation et nuance, et cet exemple, c'est celui de la durée du deuil. Il y a évidemment de nombreuses conceptions de la durée normale. Puis là, j'insiste avec mes guillemets, donc sur la durée normale d'un deuil. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est de voir à quel point les chercheurs ne s'entendent pas. Certains vont parler de 6 mois, d'autres vont parler d'une année, d'autres de 2 années, etc. Et il y en a encore d'autres qui vont dire que certains deuils peuvent durer toute la vie. Évidemment, c'est mêlant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la situation que je vais vous projeter dans la prochaine diapositive. Cette citation, en fait, elle donne un éclairage assez intéressant sur la question. Et cette citation, en fait, c'est celle de Michel Hanus, qui est un psychologue et un psychiatre qui aujourd'hui est décédé, mais qui a énormément travaillé sur le deuil. Et Michel Hanus, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que ce qui est normal, c'est que le deuil évolue avec le temps, même si ce temps doit être long, ce qui est le cas dans les deuils plus difficiles. Il est absurde et inhumain de dire, comme on le faisait jadis, que le deuil normal dure 1 an. C'est le deuil social qui durait 1 an. Le cœur, lui, ignore le temps des calendriers et des horloges. Le cœur suit son rythme. Le temps n'est donc pas un critère pour juger de la qualité du deuil. Alors, on comprend évidemment ici que ce que valorise Michel Hanus, c'est bien de comprendre chaque personne, chaque situation, chaque degré d'attachement, en fait, pour identifier si un deuil peut être qualifié de trop long. Alors maintenant, si on se place de l'autre côté du deuil, en fait, avant le décès de la personne, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à l'anticipation du deuil, eh bien là, on retrouve aussi de nombreuses positions, de nombreuses expressions, de nombreuses interrogations. Et évidemment, encore une fois, les chercheurs sont comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sens de ces expressions ou même sur leur définition. Donc, ce que je vous propose ici, puis le verbe le suggère, ce sont des propositions. Donc, ce que je vous propose par rapport c'est de regarder ensemble, en fait, 3 expressions qui sont largement utilisées et diffusées dans le langage commun. Peut-être un peu moins la première, mais tout de même, qu'on regarde un petit peu ensemble trois de ces expressions qui s'intéressent à l'anticipation du deuil. Alors, la première expression, c'est ce qu'on appelle le pré-deuil. Alors, vous le savez, on entend souvent les gens dire « Ah, moi, ce que je voudrais, c'est partir ». Partir étant un euphémisme pour mourir, d'ailleurs, souvent. Donc, je voudrais mourir soudainement sans m'en rendre compte. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que ces morts qui sont soudaines, elles constituent souvent un facteur de difficulté lors du deuil. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir, on n'a pas eu le temps de se préparer, on aurait voulu dire ceci ou cela à la personne avant qu'elle ne meure. Et donc, l'avantage du pré-deuil, quelque part, c'est que les personnes peuvent imaginer, elles peuvent prévoir, elles peuvent envisager le deuil à venir. Elles se préparent en quelque sorte à la perte et elles intègrent graduellement ce qui s'en vient avec notamment, si ça se passe bien, non pas un désinvestissement de la relation, mais bien un rapprochement avec la personne malade. Donc, on parle de plus en plus d'ailleurs de ce deuil dans les situations d'aide médicale à mourir, où les personnes proches savent que la personne va mourir, elles en connaissent le jour et elles en connaissent l'heure, et elles peuvent intégrer cette perte à venir. Alors, dans le pré-deuil, il n'y a donc pas nécessairement, je le disais, de désinvestissement face à la personne qui va mourir. Un désinvestissement, par contre, qui se constate dans ce que certains chercheurs vont appeler un deuil anticipé, dans lequel on enterre la personne malade avant même qu'elle ne meure. Alors, Marie-Frédérique Baquet, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur le deuil, elle propose comme définition du deuil anticipé. Le deuil anticipé se caractérise par l'apparition de toutes les manifestations résultant d'un travail de deuil, mais avant la perte réelle. Le deuil de la personne est vécu comme si la mort s'était produite, mais il n'en est rien.
il en résulte un détachement, un désinvestissement, comme si l'amour disparaissait entièrement avec l'idée de la perte et non pas la perte elle-même. Et enfin, l'une des figures de ce deuil anticipé, eh bien, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc ou le deuil ambigu, qui est un deuil qui est vécu face au départ progressif d'une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif. La personne malade perd ses facultés mentales et affectives, alors même qu'en fait, elle reste physiquement présente. Et dans ce deuil, ben, on constate en fait beaucoup de sentiments de culpabilité, beaucoup d'ambiguïté. Les personnes s'en veulent de ne plus être capables de rester face à la personne malade. Elles se sentent coupables de ne plus pouvoir s'investir dans la relation, de ne pas accepter que la personne ne puisse plus les reconnaître, par exemple, ou ne pas accepter que la personne ne puisse plus communiquer. Alors, en résumé de ce que je viens de présenter, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, qu'il y a beaucoup de modèles, de théories, des phases, un vocabulaire qui est très riche et qui permet de mettre les personnes endeuillées dans des petites cases qui peuvent être parfois utiles, mais qui ont le grand désavantage d'être aussi très normatives et prescriptives. Donc, il faut faire ceci ou cela. Une personne endeuillée devrait faire ceci ou ne pas faire cela. Il faut donc retenir que parfois ça peut être aidant, mais surtout que les vécus de deuil sont extrêmement diversifiés et que quand on parle d'intervention, quand on sort du cadre théorique ou des modèles, eh bien c'est la nuance et la délicatesse qui devraient être les maîtres mots de nos approches. Et justement, en parlant d'intervention en nuance et en délicatesse, eh bien je passe maintenant la parole à Patrick qui va développer ce volet de l'anticipation du deuil par le biais de l'intervention. Patrick, je te laisse la parole. Merci Isabelle pour ta présentation sur une notion de deuil et toutes ces nuances qu'il faut y apporter. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, dans les résultats de sondage au début de la présentation, certains participants ont mentionné qu'ils interviennent avec des proches aidantes, soit avant et après. Quelques d'autres n'ont pas du tout d'expérience par rapport au deuil. Donc, on va essayer de cibler ça dans un contexte d'intervention auprès des proches aidantes. Donc, comme intervenant, c'est sûr qu'on rencontre des personnes gravement malades qui vivent différentes pertes, mais on rencontre aussi des personnes proches aidantes qui ne s'identifient pas toujours comme telles. Dans la planification de nos interventions, l'accent est souvent mis sur la réalité de la personne en fin de vie. Toutefois, il faut aussi considérer le vécu des personnes proches aidantes. Ainsi, il faut garder à l'esprit non seulement le vécu au présent, mais aussi leur expérience lorsque le deuil se manifestera. Donc, tout au long de leur accompagnement, prochaine diapo. Merci. Les personnes proches aidantes suivent à la trace toutes les pertes de la personne gravement malade. Pour plusieurs, elles s'engagent corps et âme dans le parcours de soins. Certaines pensent parfois à la mort, qu'on illustre au milieu de la diapositive, puis d'autres n'y penseront pas du tout. Donc, ces pensées autour de la mort peuvent être difficiles, car la perspective de perdre l'autre n'est pas une mince affaire. Dans leur accompagnement, la charge de travail et la charge mentale peut être trop lourde pour s'y attarder. Dans ma pratique professionnelle, je rencontre souvent des personnes proches aidantes qui me parlent de leurs états d'esprit, de leurs prochaines étapes, des pertes qu'ils anticipent. Qu'est-ce qui les attend? Quelle crise fera déborder le vase qui est déjà assez plein? Que feront, que feront-ils ou que feront-elles si la maladie ou les symptômes seront insoutenables à domicile? Il s'agit d'un terreau fertile pour de futurs regrets. Dans ce contexte, il est parfois difficile de prendre du recul. Il faut se rendre compte que pour beaucoup d'entre elles, c'est l'anticipation des prochaines étapes qui peuvent prendre toute la place. Par exemple, un changement de milieu de soins, de milieu de vie, de traitement, l'intensification des soins à domicile, ou bien la mobilisation de la famille dans une situation de vigie lorsque la fin de vie se pointe. Ainsi, vivre le pré-deuil, c'est parfois extrêmement anxiogène ou même impossible par manque de temps ou d'espace mental et émotif. Et puis, inévitablement, puisqu'on est en fin de vie et en soins palliatifs, la mort finit par arriver. Et croyez-moi que c'est pas parce qu'on a eu plusieurs discussions sur les options de fin de vie et qu'on a été suivi en soins palliatifs que le choc n'est pas aussi grand pour ses proches. La mort peut être une surprise malgré cet accompagnement. Donc, à la suite du décès, il y a le choc, ce maelstrom d'émotions qu'on illustre avec un petit tourbillon dans la diapo. Et
ce maelstrom d'émotions peut faire en sorte que les personnes se sentent dans un tourbillon d'émotions ou elle peut être aussi dans une période d'engourdissement. Donc, le cerveau est embrouillé, il y a une perte de repères, le passé, le présent, le futur, sans la personne décédée, se confondent. On rajoute à tout cela les démarches administratives, le notaire, le testament, la séparation des biens, qui peuvent être de cruels rappels du décès de la personne qui a quitté. Dans certaines situations, ce tourbillon peut se produire sur quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après le décès. Parfois, les personnes proches aidantes endeuillées ne se souviennent même plus qui était présent aux funérailles ou quelles personnes les ont appelés pour exprimer leurs condoléances. Entre tout cela, les intervenants qui font des suivis de deuil et préparent parfois d'une façon abrupte leur fin de leur implication. Donc tout ça, des fois, se mélange et c'est la confusion. Pour vous illustrer l'importance d'une anticipation dans le suivi de deuil, nous allons vous présenter une vignette clinique de Mme Christina Torres. Alors, Mme Christina Torres, âgée de 87 ans, est âgée de 87 ans. Donc, son mari Roberto est âgé de 89 ans, est atteint de maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. À domicile, il était agressif, impatient, puis il a des troubles d'errance. Dans les dernières années, la relation a été vraiment devenue compliquée entre les conjoints. Pourtant, ce couple a été très amoureux depuis pendant près de 65 ans. Lors des 2 dernières années à domicile, Roberto était devenu alité. Les amis de Mme Torres l'avaient alors convaincu de procéder à une relocalisation en centre d'hébergement de soins longue durée. Il fut admis, puis il a été résident pendant 2 mois. Durant son admission, Mme Torres le visitait tous les jours pour s'assurer qu'il mange bien. La dernière semaine, malheureusement, Roberto est décédé. Dans cette première situation, vous connaissez assez bien Mme Torres depuis 6 mois, mais vos interventions sont toujours focalisées sur les nombreux problèmes de comportement que son mari avait lorsqu'il était à domicile. Vous êtes impliqué dans l'évaluation de la perte d'autonomie, de la mise en place d'un plan d'intervention ou d'un plan d'aide pour du répit et la recherche de solutions pour gérer les refus de soins d'hygiène que monsieur manifestait de temps en temps. Finalement, dans les derniers mois, vous travaillez sur la demande d'hébergement. Quelques jours après la mort de monsieur Roberto, vous rencontrez par hasard Madame Torres et ses 2 enfants au centre d'achat. Elle relate qu'elle a beaucoup de choses à faire. Arrangement funéraire, démarches notariales, contact des proches pour les informer du décès, appeler les assurances, etc. Vous remarquez toutefois qu'elle ne semble pas trop atteinte par le décès de son mari. Lorsque vous lui demandez comment elle va, elle vous répond qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas certaine de le savoir. Elle vous confie que toutes ses amies lui disent qu'elle est maintenant libérée de tout le poids de l'aide et des soucis qu'elle portait constamment. Par ailleurs, ses 2 enfants semblent l'aider dans ses démarches et vous remercient de l'aide que vous avez apportée lors de votre implication auprès de leur père. Vous terminez la discussion en leur rappelant que s'ils avaient besoin d'aide, qu'ils pourraient vous contacter, compter sur ses amis, ses enfants, qui vous sourient en guise de au revoir. La deuxième situation, on va reprendre la même situation de Mme Christina Torres, mais dans une autre version, celle qu'on connaît un peu plus davantage sur la situation de Mme Torres. Donc, vous la visitez depuis 6 mois à domicile. Mme Torres a toujours 87 ans. Il faut revenir à la diapo précédente. Merci. Roberto, son mari, est toujours atteint de maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. Il est mis en CHSLD depuis 2 mois. Il est décédé d'une pneumonie. Donc, à domicile, il avait les mêmes troubles de comportement. La situation de couple, c'est devenu compliqué, comme on l'a mentionné plus tôt. Mais ce qu'on sait davantage, c'est que Mme Torres avoue ses impatiences et ses incompréhensions envers le geste de son mari. Il y a plusieurs années, elle se demandait s'il ne faisait pas exprès de sortir lorsqu'il cuisinait. La lente détérioration et les changements importants de personnalité de Roberto ont été particulièrement difficiles à vivre pour Mme Torres. Lors de vos visites à domicile pour son mari, en discutant avec elle, vous apprenez qu'elle a des pensées suicidaires, qu'elle considérait partir avec lui le plus vite possible, surtout s'il devait être hébergé. Elle vous raconte comment certaines de ses amies ont vécu l'hébergement de leur conjoint en centre d'hébergement de soins de longue durée. Elles ont rapporté des histoires d'horreur dans ces milieux de soins. Elles se souviennent que les préposés ne nourrissaient pas leurs résidents et qu'ils mouraient de faim, et ce, bien avant la pandémie. Malgré une bonne santé, Mme Torres vous confie aussi que le poids de son âge
et toutes les années à prendre soin de son mari lui pèsent. Elle vous dit que ses vieux os la font souffrir, mais elle ne veut pas se plaindre car elle, au moins, elle a toute sa tête. Quelques jours après la mort de son conjoint, vous la rencontrez à nouveau à son domicile. Elle a beaucoup à faire, les mêmes démarches funéraires, notaires, etc. Et elle avoue qu'elle ne comprend pas trop bien les documents qu'elle reçoit en français. Vous remarquez toutefois qu'elle ne demande pas beaucoup de signes extérieurs de tristesse. Lorsque vous lui demandez comment elle va, elle vous répond qu'elle n'est pas certaine de le savoir. Elle vous confie que toutes ses amies lui disent qu'elle est maintenant libérée du poids de l'aide qu'elle donnait à son mari. Mais elle vous dit aussi que son mari lui manque déjà et qu'elle aurait bien voulu partir avec lui. Lors de votre visite à domicile, ses deux enfants arrivent pour prendre quelques objets dans le garage. Ils sont surpris de votre présence. Vous savez que leur relation est très compliquée. Frères et sœurs se disputent constamment et prennent à partie leur mère. Elle a toujours de la difficulté à se prononcer sur les sujets de dispute. Les enfants, même s'ils semblent l'aider dans ses démarches, ne sont pas vraiment aidants. Madame Torres se sent brusquée par leur implication. Leur présence l'angoisse tellement qu'elle préfère ne pas les voir trop souvent. De plus, sa fille ne lui a jamais totalement pardonné le placement de son père en centre d'hébergement de soins de longue durée, malgré son soutien initial dans les démarches. Donc, vous sentez très bien que Madame Torres est très fragile aujourd'hui. D'un autre côté, vous savez que Mme Torres a un bon réseau à la paroisse Saint-Thomas qu'elle fréquente. Il dispose d'ailleurs d'un transport adapté qui lui permet de continuer d'aller à la messe et d'aller aux rencontres entre les paroissiens. Vous concluez la rencontre en lui rappelant que si elle a besoin d'aide, elle peut vous appeler au besoin. Vous lui demandez également si elle désire que vous appeliez la paroisse pour qu'elle vienne la chercher demain matin. Elle vous remercie de l'offre, mais elle ne fera les démarches elle-même. Aussi, vous lui parlez d'un groupe de soutien que vous connaissez et qui pourrait lui être utile. Vous lui demandez la permission de donner ses coordonnées à la personne bénévole de ce groupe. Elle accepte, car une de ses bonnes amies lui a mentionné que ce groupe lui a fait du bien. Donc, on a ici une même personne, une même situation, mais des prises en charge tout à fait différentes. Bien entendu, la deuxième situation est beaucoup plus adaptée, étant donné la connaissance plus approfondie, plus nuancée de la situation de la personne de proche aidante. Tout en considérant l'anticipation des difficultés qu'elle aura probablement à vivre lors de son deuil, ce qui est normal, vos interventions et recommandations seront plus nuancées. Vous connaissez Mme Torres, elle vous a parlé de sa famille, vous connaissez ses ressources, mais surtout vous connaissez ses besoins. Dans la première situation, vous avez été tellement focalisé sur les besoins de son mari que vous avez survolé assez rapidement sa situation. Après le décès de son conjoint, Mme Torres vit ce que la grande majorité des personnes qui perdent un proche ressentent. D'abord, elle traverse une période très difficile. Et rien de plus normal puisque par nature, le deuil, c'est difficile. Et si on évaluait la situation juste après le décès, c'est certain que des difficultés seraient identifiées. La question qui se pose ici, c'est de savoir si ces difficultés sont en lien avec son deuil ou si ces difficultés font partie de d'autres problématiques qu'il aurait fallu investiguer un peu en amont. On le sait, pour de nombreux intervenants en suivi de deuil, agir seulement après le décès, c'est une réalité qu'ils ne peuvent pas toujours éviter. Ça fait partie de leur travail. Toutefois, il faut le souligner, une évaluation peu de temps après le décès, c'est pas toujours évident. Idéalement, il aurait fallu prendre des devants, notamment pour identifier les difficultés et les obstacles auxquels auront affaire les proches aidantes en connaissant leurs ressources personnelles, mais aussi pour établir une relation de confiance avant le décès. On peut appuyer cette nécessité de planifier le deuil, notamment par la littérature scientifique. Isabelle a mentionné quelques auteurs, mais il y a il y a des recherches qui démontrent que si toutes les personnes proches n'ont pas besoin d'un suivi professionnel à la suite d'un décès, prévoir un minimum de continuité avec les personnes endeuillées permet justement de repérer d'éventuelles difficultés. Les recherches démontrent aussi que ce suivi est d'autant plus efficace quand il est réalisé par les professionnels qui étaient impliqués lors de la maladie et de la famille.
Certains chercheurs plaident aussi que pour les établissements de santé et les services sociaux, mettent en place ce type de suivi, notamment parce que de telles interventions, surtout si elles sont réalisées avant le décès, permettraient un meilleur suivi et éviteraient aux personnes proches aidantes de se sentir abandonnées et isolées. Bien évidemment, à part ces interventions anticipatoires qui sont bénéfiques pour le suivi d'œil, il y a d'autres facteurs qui influencent la réalité des proches aidants. Je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle puisse vous en parler un peu plus. Alors, merci Patrick. Pardon, j'allais oublier mon micro de nouveau. Donc, merci Patrick pour cette présentation. En fait, il y a peut-être des personnes ici qui ont déjà assisté à une présentation. On en a fait plusieurs d'un outil qui s'appelle la cartographie des facteurs qui influencent le deuil. C'est un outil qu'on a créé avec Patrick, mais aussi avec d'autres personnes. Et pour créer l'outil, en fait, on a recherché à la fois dans la pratique des intervenants, mais aussi dans la littérature scientifique, on a recherché l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer le deuil. Et voici ce que ça donne, en fait. Euh, En tout, puis vous allez les voir apparaître au fur et à mesure dans la diapo. Donc, en tout, on a retrouvé plus de 70 facteurs qui sont susceptibles d'influencer le vécu de deuil. Alors, évidemment, on les a regroupés pour faciliter la lecture par les intervenants. Donc, l'outil lui-même ne les présente pas comme ça en désordre. On les a regroupés, mais ça vous montre en fait en quelque sorte l'ampleur de la complexité du vécu de deuil, mais plus encore, en fait. Ce qu'on a constaté en faisant notre revue de littérature, c'est que ces facteurs n'interagissent pas de la même manière selon les personnes que les intervenants ont en face d'eux. Et pourquoi est-ce que ces facteurs n'agissent pas de la même manière? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une évidence, évidemment, mais toutes les situations, toutes les personnes sont uniques, ce qui fait que pour une personne, un facteur va être une ressource lors de son vécu de deuil, alors que pour une autre personne, ce même facteur va constituer plutôt une entrave. Mais une autre explication se trouve aussi dans les résultats de recherche, puisque, comme ça arrive souvent d'ailleurs, les chercheurs ne sont pas tous d'accord avec l'influence de certains facteurs. Si on prend par exemple l'influence de l'âge sur le vécu de deuil, certains chercheurs vont avancer que plus vous êtes âgé, plus vous êtes à l'épreuve d'un deuil difficile parce que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais il y a d'autres chercheurs qui, d'un autre côté, vont dire qu'au contraire, plus vous êtes âgé, plus vous êtes susceptible d'avoir des difficultés parce que vous cumulez les pertes et les deuils et donc vous êtes potentiellement plus fragile. Alors, en ce qui concerne la proche aidance, parce que évidemment la communication touche davantage la proche aidance, en fait, j'ai été rechercher dans l'outil les facteurs qui peuvent concerner cette expérience et la manière dont cette expérience peut affecter le vécu de deuil. Donc, je vais d'abord présenter le sens qui est donné à l'accompagnement par la personne proche aidante. En fait, on sait que pour certaines personnes, une expérience d'accompagnement positive peut favoriser l'émergence d'un sentiment d'accomplissement de soi et de croissance personnelle, ce qui fait que ce sens qui est donné à l'accompagnement, eh bien, il pourra servir au moment du vécu du deuil comme une ressource pour les personnes endeuillées. Mais d'un autre côté, des proches peuvent vivre aussi un sentiment de culpabilité lors du deuil, notamment si elles n'ont pas l'impression d'avoir su donner à leurs proches tout le soutien nécessaire qui pourrait s'avérer, ce qui pourrait s'avérer évidemment au moment du vécu du deuil, une entrave pour elles. Alors, je ne vais pas pouvoir, par manque de temps, parce qu'on préfère évidemment discuter avec vous aussi de ce que vous avez vu, mais je vais ici parler plutôt du lieu de décès. Donc, le lieu de décès, c'est aussi un facteur qui peut s'avérer important parce que si la personne qui est décédée elle est décédée dans un lieu désiré,
tant par la personne malade que par la personne proche aidante, eh bien, ça peut s'avérer une source de satisfaction parce qu'un souhait a pu être réalisé. Mais d'un autre côté, malheureusement, si le souhait de la personne malade est de mourir à domicile, par exemple, et que la personne proche aidante n'a pas été en mesure de satisfaire à ce souhait-là, eh bien, notamment pour différentes raisons, hein, par exemple pour un manque de service, eh bien, les proches peuvent s'attribuer cet échec et ressentir de la culpabilité, des regrets, etc., ce qui pourrait s'avérer une entrave lors du vécu du deuil. Alors évidemment, on a la reconnaissance du rôle du proche, hein, qui peut être, en fait, les études ont montré que lorsque ce rôle est reconnu par les autres membres de la famille, les intervenants, etc., eh bien, il peut y avoir une satisfaction qui pourra, encore une fois, agir comme une ressource lors du vécu du deuil. Au contraire, une non-reconnaissance de ce rôle du proche peut constituer une entrave. Donc, en fait, ce que je voudrais qu'on retienne ici, finalement, c'est à quel point non seulement les facteurs sont nombreux, mais aussi qu'ils peuvent agir selon la situation de manière très différente. Il faut donc, encore une fois, user de beaucoup de nuances et d'écoute pour bien comprendre les différentes situations. Par ailleurs, un autre élément qui va venir encore complexifier la situation, en fait, c'est que, et c'est ici que je vais repasser la balle à Patrick, un autre élément, en fait, consiste à considérer la constellation des personnes proches aidantes endeuillées, parce qu'évidemment, la personne proche aidante n'est pas toute seule, il y aura d'autres endeuillés. Et donc, voilà, Patrick, je te laisse la parole pour parler de cette constellation des personnes endeuillées. Merci. Comme Isabelle l'a mentionné, l'ensemble des facteurs de deuil, reconnaissance de la réalité des proches aidantes vous guidera dans la suite des événements et de vos interventions. Concernant la constellation de Madame Torres, on peut se poser la question, qui sont les personnes proches aidantes autour d'elle? Qui sont les personnes qui sont endeuillées dans sa constellation familiale ou auprès de ses amis par le décès de Roberto? Votre connaissance du réseau social et familial pourrait vous aider dans la détermination du soutien que Mme Torres pourrait solliciter ou pas. Donc, connaissant la dynamique familiale entre ses enfants, peut-être ses premiers réflexes ne sont pas d'aller auprès d'eux, mais peut-être auprès de ses amis qui l'ont conseillé ou pas durant la trajectoire de soins pour son mari. Donc, tout ça a un impact forcément sur son vécu de deuil et sur le soutien qu'elle aura. Donc, cette connaissance-là vous aidera pour la pister vers les bonnes ressources ou lui faire présenter les ressources qu'elle a en place. Lorsque je discute avec mes collègues de travail ou mes étudiants, j'utilise souvent l'analogie de l'arbre qui cache la forêt. Lors de vos suivis à domicile, vous créez des alliances avec des personnes qui sont au chevet de la personne gravement malade. Cette personne proche aidante est souvent l'arbre qui cache la forêt. Cette dernière peut être connectée à un réseau de racines et qui peut être en communauté avec d'autres arbres de la forêt, mais qu'on ne voit pas comme intervenant. Donc, au bout du compte, on doit se poser la question, qui sera présent pour soutenir les personnes proches aidantes endeuillées, en considérant la trajectoire de la maladie et du deuil. Dans la prochaine diapositive, le processus deuil, les personnes proches aidantes verront leurs rôles sociaux un peu se modifier. Donc, de manière positive, la proche aidance peut être une expérience qui est humaine, exigeante, mais aussi très enrichissante. Peut-être pour Mme Torres, elle aura un peu plus de temps pour du réinvestissement dans ses relations sociales ou de nouveaux engagements, une nouvelle identité ou une image aux yeux des autres qu'elle côtoie. Elle est non seulement l'épouse et la personne proche aidante de Roberto. Toutefois, les intervenants enferment les proches aidantes dans ces rôles spécifiques, puis ça, c'est fait d'une façon parfois inconsciente. Donc, la perte d'identité peut mettre en relief aussi d'autres constats. Par exemple, l'isolement social que les personnes proches aidantes peuvent vivre suite à ce surinvestissement dans la proche aidance. Ce qui complique ou ce qui enrichit peut-être le paysage relationnel du deuil, c'est aussi qu'il y a vraiment qu'une seule et unique personne qui est endeuillée.
faut donc regarder la forêt derrière l'arbre de la proche aidance. Certaines recherches estiment qu'un décès équivaut environ à 5 à 8 personnes endeuillées. Alors, on peut se poser qui sont les personnes proches aidantes et qui pourraient les soutenir dans leur processus individuel et familial. Lorsque nous évaluons la dynamique avant le décès, vous pouvez constater des enjeux au niveau de la prise de décision, de la communication ou des conflits non réglés qui refont surface dans l'accompagnement en fin de vie. Ainsi, qui doit faire l'objet de l'attention de notre part intervenant? Bien, il faut souvent souligner qu'après un décès, certaines harmonies familiales, on peut mettre ça entre guillemets, peut être mise à rude épreuve et que ces conflits peuvent être à l'origine de difficultés supplémentaires. Donc, il faut aussi parfois considérer qu'il y aura une redistribution des rôles et des responsabilités dans le système familial. Puis cette transition peut prendre du temps, surtout lorsque les conflits interpersonnels étaient déjà en place. Donc, comme intervenant, vers qui on oriente nos interventions? Donc, l'entourage peut être aussi considéré comme une sentinelle. Ce sont des personnes qui peuvent contacter les intervenants lorsque le deuil se produit ou lorsque la proche aidante est prête à avoir un suivi deuil. Donc, des fois, on est en décalage entre ce qu'on offre dans une fin d'épisode de service. On offre nos sympathies, mais parfois les proches, comme Mme Torres dans la vignette clinique, n'étaient pas prêts à recevoir nos ressources ou nos recommandations par rapport à ce qui a été mentionné dans la première vignette. Donc, des fois, c'est un petit décalage de temps qu'il faut refaire nos recommandations. Et prendre en compte l'entourage, non seulement les enfants, mais aussi ça peut être des voisins, des amis proches qui peuvent avoir une influence et qui peuvent garder un œil sur les proches aidantes qui peuvent vivre un deuil, somme toute, normal, comme pour la majorité des gens, comme Isabelle l'a mentionné plus tantôt. Une grande part des proches aidants vont vivre un deuil d'une façon tout à fait normale, juste avec le soutien informel auquel ils ont. Mais c'est notre travail de voir avec elles quelles sont ces personnes qui pourront l'aider dans leur processus de deuil. En guise de conclusion, Patrick et moi, ce qu'on aimerait bien vous mentionner d'abord, c'est que, évidemment, anticiper le deuil à venir, c'est une bonne pratique d'intervention. Il y a des moments où c'est pas possible, mais c'est effectivement une bonne pratique d'intervention. Ceci étant dit, il faut ne pas oublier, puis ça, c'est vraiment important, que toutes les personnes malades et toutes les personnes proches aidantes ne désirent pas prendre conscience soit d'un diagnostic, soit d'un décès à venir ou d'une mort imminente. Donc, finalement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être attentif à ce que les personnes elles-mêmes souhaitent recevoir comme information, soit sur la maladie, sur la mort, sur le deuil, etc. Donc, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est que les intervenants et les intervenantes devraient amorcer leur discussion avec souplesse. En fait, il s'agit de s'adapter et de s'ajuster prioritairement aux besoins et aux envies et au rythme des personnes et de rester en fait ouvert à la discussion, mais sans contraindre les personnes qui ne désirent pas aborder certains sujets. Encore une fois, vraiment, le maître mot ici, c'est nuance, souplesse, écoute, parce que oui, nous, on pense qu'anticiper, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie, puis il faut rester à l'écoute de ces personnes-là.